La suite du grand journal de Steve Nadjar à écouter sur l'application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Farid Vaïd, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Et nous vous recevons 3 jours après l'élection présidentielle en Iran. Le candidat ultra-conservateur Ebrahim Raïssi l'a emporté avec à peu près 62% des suffrages exprimés. L'issue du scrutin ne faisait à vrai dire guère de doute, on le disait déjà dès la semaine dernière, après la disqualification par le Conseil des gardiens de la Révolution, de la Constitution, de possibles challengers de Raïssi, en particulier l'ancien président du Parlement iranien Ari Larijani. Le régime sort-il toutefois un peu embarrassé par le niveau record de l'abstention ? Tout à fait, l'abstention était de 48,8%, le taux d'abstention le plus élevé de l'histoire des élections présidentielles en Iran. Ce qui est très embêtant parce que le guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei, ou d'autres responsables religieux du pays avaient dit que la participation à l'élection est un devoir religieux. Et on voit que plus que 50% des Iraniens ont décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle, ce qui cause quand même une crise, on peut dire, démocratique, de légitimité démocratique pour la République islamique d'Iran. Après, ça reste avant tout une grande défaite pour les réformistes iraniens, car Raïssi, il a eu ses 17 millions de votes. C'est comme en 2017, quand il avait eu 15 millions, 16 millions de votes. Les réformistes, en 2017, Rouhani, il a été élu dès le premier tour avec 22 millions de votes. Cette fois-ci, ils n'ont eu que 2 millions de votes. On voit vraiment que l'électorat réformiste du pays ne croit plus dans les valeurs, ou en tout cas dans la représentation politique des responsables réformistes. Et ils ont majoritairement décidé de ne pas participer à l'élection. C'est aussi la conséquence du bilan de Rouhani en 8 ans de présidence. Oui, Rouhani, il n'a pas un bilan, il a eu un bilan très maigre. Les réformistes n'ont pas pu défendre le bilan de Rouhani. Rouhani, c'est très simple, il avait tout visé sur un accord nucléaire avec les États-Unis. Qui a permis d'ailleurs la levée d'un certain nombre de sanctions économiques pour relancer En 2015, il y a eu l'accord, le JCPOA avec l'administration Obama. Il y a eu des investissements en Iran, des grandes boîtes françaises, allemandes, britanniques qui sont venues en Iran. Le pays était dans un bon chemin, en tout cas pour les réformistes. Avec l'élection de Donald Trump et la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire, Rouhani s'est trouvé dans une situation plus que délicate. L'économie iranienne est complètement paralysée. Ils sont passés d'une croissance économique de 10-11% en 2016-2017 à une croissance de moins 10%. L'inflation a explosé, le taux de chômage a explosé. Je crois que c'est 60% et taux de chômage plus de 30%. C'est énorme. Donc une situation économique catastrophique. La monnaie iranienne a perdu grandement sa valeur. Donc, les gens qui avaient voté pour Rouhani, ils avaient voté par lui premièrement par défaut, parce qu'ils ne voulaient pas de Raïssi ou en 2013 de Jalili, mais surtout pour une ouverture vers l'Occident, un accord nucléaire qui aurait causé des investissements, une reprise économique. Ce n'a pas été le cas. En plus, il y a eu d'autres épisodes en Iran, comme les manifestations de 2019. Il y a eu quand même quelques centaines de morts. Il y a eu l'abattement de l'avion ukrainien. Le gouvernement n'est pas directement peut-être responsable parce que c'est les gardiens de la révolution. Mais en revanche, Rouhani n'a pas pu réagir de manière délicate, correctement, être honnête avec la population en disant qu'on ne contrôle pas tout. Parce que la vérité, c'est que le pouvoir exécutif en Iran ne contrôle pas tout. Il y a beaucoup d'institutions qui sont liées au guide, qui sont très puissants aussi. Et je pense que c'est pour cette manque d'honnêteté déjà et un bilan très maigre que les réformistes ont décidé de boycotter l'élection. Ce qui cause, comme vous dites, une crise de légitimité, mais en revanche, les conservateurs, ils ont gagné les élections. Alors depuis vendredi, justement, la machine à propagande du régime fonctionne à plein pour le quotidien conservateur Ressalat. L'élection de Raïssi marque rien de moins que l'aube d'une ère nouvelle. C'est ce qu'on a pu lire dans des dépêches françaises qui reprenaient un certain nombre de titres, de grands titres de la presse iranienne. Quelles vont être les priorités de ce nouveau président qui est âgé, je crois, de 60 ans, si je ne dis pas de bêtises. 60 ans, tout à fait. Premièrement, ça peut avoir l'air paradoxal, mais l'élection de Raïssi n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le retour des États-Unis et de l'Iran à l'accord nucléaire. Pourquoi ? Parce que ça va faciliter la prise de décision stratégique en Iran. Il n'y aura plus ce parallèle entre le gouvernement réformiste et les gardiens de la révolution ou le guide qui est conservateur. Et deuxièmement, parce qu'ils ont besoin de l'accord nucléaire. Comme je vous ai dit, la situation économique étant catastrophique, le conservateur Raïssi, il veut montrer qu'il est capable de mieux gouverner que la réformiste. Même dans les débats présidentiels, il n'a jamais dit qu'il est contre le JCPOA. Certes, il a un ton très idéologique. Ils n'aiment pas l'Occident, les conservateurs. En revanche, ils ont besoin de cet accord pour avoir une reprise économique. Donc, premièrement, la première crise aujourd'hui qui touche l'Iran, c'est une crise économique. Alors, ils doivent essayer de faire quelque chose pour cette crise économique. Après, je pense qu'il y aura aussi des opérations
pour le dire simplement, de nettoyage dans différents ministères, différentes institutions en Iran. En Iran, il faut savoir que quand le président change, il y a tous les hauts fonctionnaires aussi qui changent. Il n'y a pas un État profond, comme on peut dire en France, avec des hauts fonctionnaires qui ont des CDI. Non. Je pense que dans les prochains mois, tout va changer en Iran. Avec une reprise en main des principaux... Oui, des conservateurs, ils vont reprendre, les ultra-conservateurs, ils vont reprendre tous les ministères, les ambassadeurs vont changer. Ils vont déjà essayer de reprendre tout l'exécutif. Et là, ils auront le Parlement, l'exécutif, le pouvoir judiciaire, ils auront toutes les institutions politiques, sécuritaires du pays. Je pense que ça va être très compliqué pour les Occidentaux d'essayer de négocier avec l'Iran sur d'autres sujets que le nucléaire, par exemple sur le rôle régional de l'Iran, sur la question balistique. Aujourd'hui même, Raïssi, lors de sa première conférence de presse, il a dit qu'on ne négociera pas sur le rôle régional de l'Iran ou sur nos missiles. Donc ça va être compliqué, je pense, pour les diplomates européens d'espérer des négociations plus approfondies avec les Iraniens. Des négociations qui ont lieu actuellement entre le P5+1, donc les représentants de la communauté internationale et l'Iran. Les discussions ont été ajournées hier à Vienne, faute d'accord sur un certain nombre de points. Donc a priori, on s'avance vers quelques semaines, quelques mois assez durs, en raison de la mise en place d'une forme de consensus entre la présidence de la République islamique, dirigée désormais par Ebrahim Raïssi, et le bureau du guide suprême. Tout à fait. Après, vous savez, sur ces sujets-là, comme le rôle régional de l'Iran ou le retour au JCPOA, ça n'a jamais été l'exécutif qui prenait les dernières décisions. C'est le Haut Conseil à la sécurité nationale, c'est le bureau du guide, c'est les gardiens de la révolution. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence en Iran quand il y a un président conservateur ou réformiste. Moi-même, j'ai vécu sous Ahmadinejad en Iran. La différence, elle est réelle. Mais en revanche, sur ces grandes lignes, ce n'est pas l'exécutif qui prend la dernière décision. Donc les négociations, comme vous dites, on est au 16e tour des négociations. On va avoir un 7e tour bientôt. Les négociations vont continuer jusqu'à arriver à un accord, parce que les Américains aussi ont besoin de cet accord. Alors justement, j'allais y venir, Farid Vaïd. Des sanctions américaines ont récemment été levées concernant des responsables iraniens, notamment le directeur de la compagnie nationale pétrolière. Est-ce que cela présage de la volonté, est-ce que ça traduit la volonté américaine de relâcher en partie, je dis bien, la pression sur l'Iran, de la nécessité, vous l'avez souligné tout à l'heure, pour la République islamique de relancer son économie? Est-ce que finalement, les deux parties les plus importantes peut-être dans ces négociations vont se retrouver au moins sur un certain nombre de points pour relancer, en tout cas, redonner une nouvelle vie à cet accord de 2015? Tout à fait. Pour l'Iran, c'est nécessaire de pouvoir vendre son pétrole déjà, parce que c'est une grande partie de son PIB, d'avoir accès à son argent dans les banques à l'étranger, parce que le pays est complètement isolé du système économique. Ce qui est nécessaire aussi pour les Américains, c'est de contrôler les activités nucléaires de l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, enrichit à 60%. Sous l'accord nucléaire, l'Iran enrichissait à 3,5%. Donc les activités nucléaires iraniennes ont repris fortement, même s'il y a eu différentes attaques, mais l'Iran est en train d'enrichir beaucoup plus que ce qui était le cas sous le JCPOA. Avec un accord provisoire avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui va arriver à son terme dans les prochains jours. Exactement, et avec les conservateurs, ça va être un peu compliqué de renouveler cet accord avec l'agence. Les conservateurs, ils sont très méfiants sur l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils disent qu'ils travaillent avec les Américains. Je pense qu'ils ont intérêt, les deux parties, à être rapides. Il reste encore 6 semaines pour Rouhani et Zarif, et pour les diplomates iraniens et occidentaux d'arriver à un nouvel accord. Un accord en tout cas qui permettra aux Occidentaux de contrôler les activités nucléaires de l'Iran et qui permettra à l'Iran de relancer son économie, limitée, mais en tout cas de relancer son économie. Ebrahim Raïssi a occupé de nombreuses fonctions tout au long de sa carrière. Il a été ces dernières années le chef de l'autorité judiciaire iranienne après avoir dirigé la puissante fondation caritative qui gère les fonds générés par le pèlerinage à Meshhad. Est-ce que ce proche de Ali Khamenei devient, par cette élection à la présidence de la République islamique, le favori pour la succession de Khamenei, le guide suprême, qui a 82 ans? Exactement, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est le Conseil des gardiens de la Constitution n'a pas voulu prendre cette année des risques, c'est exactement pour ça. Ça a toujours été très important pour Téhéran d'avoir un taux de participation élevé aux élections. Alors pourquoi cette année ils n'ont pas accepté une candidature d'un réformiste comme Zarif ou d'un centriste comme Ali Larijani qui aurait certainement motivé les gens pour aller voter? C'est exactement pour ça. Raïssi en 2017, il s'était présenté face à Rouhani, il a perdu dès le premier tour. Un deuxième échec de Raïssi, ça aurait été la fin de ses ambitions pour devenir un jour guide de la révolution. L'ayatollah Khamenei, l'actuel guide, il a lui-même été président de la République pendant 8 ans avant de devenir guide. C'est pas obligatoire, c'est pas la loi, mais c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, Raïssi, comme président, il aura le temps de s'améliorer déjà, parce que c'est pas un très bon orateur, il est pas très connu, il a jamais été élu, et il sera bien évidemment le favori pour succéder au guide de la révolution qui a 82 ans,
qui va peut-être décéder dans les 4 ou certainement dans les 8 prochaines années. Ça veut dire qu'en Raisi, il sera président ou réélu président, et il sera certainement le favori pour prendre sa place comme guide de la révolution. Merci beaucoup Farid Vaïd d'avoir été mon Merci invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous et à bientôt. Merci beaucoup.